D'abord, c'est pas vrai. En fait, le premier axe dont j'ai parlé, c'est la décentralisation des services du Conseil général. Aujourd'hui, non, c'est pas administratif. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer faire du social en restant à Bordeaux. On manque cruellement d'acteurs sociaux sur le territoire. Et on ne peut pas régler les problèmes de revenus de solidarité active, de précarité, d'insertion, en ayant beaucoup de gens à Bordeaux et pas beaucoup de gens dans les quartiers, pas beaucoup de gens dans les cantons ruraux. Donc notre politique sociale, c'est de rapprocher le Conseil général des citoyens, notamment ceux les plus fragiles. Ensuite, j'ai parlé aussi de social dans les transports pour lutter contre la précarité des transports, parce que c'est une des précarités fortes des gens, c'est de ne pas pouvoir se déplacer pour aller chercher du boulot, pour aller travailler. J'ai parlé aussi de la précarité énergétique, et donc de tout le travail qu'on peut faire pour améliorer le confort des logements et faire que le budget énergétique des personnes diminue. Donc le social, c'est notre première préoccupation. Mais par contre, il y a quelque chose qui est un petit peu différent entre notre discours et le discours de la majorité actuelle, c'est que nous pensons qu'on résoudra la majorité des problèmes sociaux en créant de l'emploi, plutôt qu'en versant des subventions à des gens qui n'en ont pas. Et donc, notre projet, c'est le développement de l'emploi en Gironde. C'est pour ça qu'on souhaite soutenir les projets privés aussi d'action sociale. Je ne vois pas pourquoi une crèche publique serait meilleure et plus performante qu'une crèche privée. On arrêtera de mettre des bâtons dans les roues aux entreprises privées qui développent l'emploi dans les métiers de l'action sociale, pour la petite enfance et la jeunesse, pour les personnes âgées. Pour deux raisons. D'abord parce que pour nous, l'entreprise, ce n'est pas un gros mot. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne pourra pas simplement, avec les moyens de la collectivité et des associations, répondre aux besoins du territoire, plan gérontologique départemental et plan départemental d'accueil des jeunes enfants. Je crois qu'il serait ridicule de dire que le Conseil général ne fait rien au niveau social. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un dossier où l'on répond à la personne pour une aide sociale et urgente. Nous verrons, enfin, vous aurez une réponse dans les 4 mois. Et ça, nous voulons le résoudre par la décentralisation. Une aide à domicile, à la seconde d'une personne, vous aurez une réponse, non pas une activité directe, mais une réponse entre 3 et 4 mois. C'est là où ça pose problème. Et des fois, il y a urgence. Tout simplement parce que l'organisation administrative est telle qu'il est impossible, je suppose, à celles et ceux qui doivent traiter les dossiers de faire plus rapidement. La décentralisation permettra de régler et de traiter les dossiers en fonction des secteurs beaucoup plus rapidement, donc être beaucoup plus réactif. C'est ce que nous souhaitons. Nous pouvons dire que le Conseil général ne fait rien au niveau social. Ça serait malsain dans la mesure où ça rentre dans ses compétences. Encore heureux que le Conseil général honore une de ses compétences comme il le fait. Par contre, difficulté d'obtenir les aides, je vous dis 3-4 mois, j'ai un dossier aujourd'hui, j'ai reçu hier le dossier, 4 mois, une lettre du service, vous aurez une réponse dans 4 mois, alors que la personne a besoin immédiatement d'être aidée. Vous savez, il y a un sujet qui est important, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Aujourd'hui, le Conseil général a acheté l'immeuble de la Croix du Palais pour y faire la maison départementale des personnes handicapées. Je ne suis pas sûr que la bonne idée, ce soit de créer une grande maison départementale à Bordeaux pour attirer toutes les personnes handicapées à Bordeaux pour venir faire leurs formalités administratives. Et donc, la maison départementale des personnes handicapées, elle serait plus adaptée si elle était 7 maisons départementales des personnes handicapées réparties sur le territoire. Bien sûr, évidemment, parce que le coût de construction à Bordeaux est bien plus élevé. Et puis, quand vous savez, c'est un leurre de penser que quand on est gros, on fait des économies de structure. En fait, quand on est gros, on crée à l'intérieur des structures des causes d'augmentation des coûts. Et donc, cette petite maison des personnes handicapées ne coûte pas plus cher qu'une grosse maison sociale. Est-ce qu'on peut penser que l'arsenal de bataille actuellement, que l'établissement public foncier consiste globalement à rapprocher les gens en difficulté
difficulté de leur emploi. Ils ne vont Alors, pas les éloigner dans des pays où ils vont connaître. non, mais les objectifs sont louables, mais la solution qui est proposée n'est pas la bonne. Surtout quand on veut obliger tout le monde à rentrer dans l'établissement public foncier. Que ce soit basé sur le volontariat, et que les collectivités qui souhaitent adhérer à l'établissement public foncier le fassent, très bien. Mais que derrière, on martèle dans la presse qu'un tel et un tel n'a pas adhéré et que c'est pas bien, c'est pas bien. Vous avez ici 3 cas différents. Vous avez Jean-Pierre Bailly, conseiller général de Grignols, qui a adhéré à l'établissement public foncier pour son canton. Vous avez Yves Damécourt, qui n'a pas adhéré pour le sien. Et vous avez Michel Duchesne, conseiller général de Bordeaux, qui n'a pas adhéré. Chacun. Non mais la ville de Bordeaux. Non mais la ville de Bordeaux. Il l'a expliqué très bien l'autre jour. C'est-à-dire la ville de Bordeaux, par le passé, a investi énormément et a acquis du foncier. Aujourd'hui, elle a un foncier énorme. Pourquoi est-ce qu'elle irait, alors que ses habitants, les habitants de Bordeaux, ont payé des impôts pendant des années pour acquérir du foncier, et aujourd'hui, il faudrait qu'ils payent des taxes pour adhérer à l'établissement public foncier pour que les autres communes qui, elles, n'ont pas acheté de foncier, en achètent. Moi, je comprends très bien la position de la ville de Bordeaux. Grignols, Jean-Pierre Baillet peut peut-être l'expliquer, il a choisi d'adhérer. À Sauveterre, on en a parlé avec les maires. Aujourd'hui, on a un coût du foncier, nous, qui nous permet de réagir rapidement. Quand il y a un terrain qui se vend, on l'achète. On appelle le banquier qui nous fait un crédit court terme, le taux est à 2%. 2%, crédit court terme sur 2 ans, on achète le foncier. On est chez nous entre 3 et 40 euros du mètre carré. Je ne vois pas ce qu'on aurait intérêt à faire payer à tous nos citoyens une taxe additionnelle fiscale pour aller mettre de l'argent dans un établissement public foncier qui finalement nous apporterait rien au niveau de notre... Et si tu permets, par rapport à ça, il faut que les choses soient claires. L'établissement public foncier, ça va de pair avec une augmentation de la fiscalité. Et la réponse du Conseil général, c'est qu'on a besoin d'acheter des terrains, justement, pour faire du logement social, pour éviter l'étalement urbain. Très bien. Mais c'est à l'image de ce Conseil général, un peu archaïque, un peu dépassé, et quelque part qui ne veut pas se donner les moyens de mener une politique. Où est la politique du Conseil général en ce qui concerne l'urbanisme? Ils n'ont pas de politique. Et donc, confrontés à un étalement urbain de plus en plus complexe et de plus en plus lourd à gérer, ils mettent en place des outils administratifs qui vont coûter extrêmement cher et qui ne seront pas immédiatement efficaces. Et Yves a raison. Vous prenez par exemple la ville de Lyon, la communauté urbaine de Lyon, ils n'ont pas mis en place un établissement public foncier, ils ont mis en place un service de l'urbanisme interne, finalement peu coûteux, mais avec des moyens financiers qui sont ceux de la communauté urbaine. Et à partir de là, ils mènent une politique foncière particulièrement performante. Qu'est-ce que veut le Conseil général aujourd'hui? C'est ponctionner les habitants de la ville de Bordeaux et de la communauté urbaine pour payer des terrains à l'extérieur de ces territoires. Le problème de fond, là, c'est qu'on est un peu ligoté par leur position, parce qu'effectivement, ils disent que c'est pour mener une politique foncière. Mais leur politique foncière, est-ce qu'on la connaît? Vous qui suivez nos réunions, vous vous rendez bien compte que, par exemple, sur les transports, ils n'ont pas le commencement du début d'une politique. On a appris la dernière fois, par Savary, qu'ils allaient mettre en place un bus à haut niveau de service, un BHNS. Et c'est surréaliste. Un BHNS, ça ne se pose pas comme ça au hasard. Ça veut dire qu'on a une pensée politique, on a une vision de la politique des transports du département, et qu'à partir de là, on définit des axes de transport, qu'on les inscrit dans le SCOT, et à partir de là, on met en place les moyens financiers, techniques et humains qui permettent de réaliser ces axes de transport. Et, tout à l'heure, Yves évoquait justement les différentes propositions, et vous évoquiez aussi la possibilité pour nous de les réaliser. Quelque part, on s'aperçoit que nos positions sont régulièrement reprises au sein du Conseil général et qu'elles sont mises en place parce qu'on a défendu des positions qui étaient claires et performantes. Le problème du Conseil général aujourd'hui, c'est qu'il est dépassé. Il est dépassé, il est un peu archaïque. Et derrière, il n'y a pas une vision politique comme il y a pu en avoir dans les années 95 à Bordeaux. Quelle est la vision du devenir du département par M. Madrelle ou le Conseil général? Nous la cherchons tout de suite. Ponctuellement, il y a des politiques qui sont menées, ponctuellement, il y a des actions qui sont menées, mais globalement, où est la politique globale? Par exemple, quand on rencontre les maires, dans le cas des 80 propositions, du Médoc, de la Trenne, de l'Angoiran, ils nous disent l'étalement urbain produit de plus en plus de logements, de plus en plus de gens qui se déplacent, mais est-ce que le Conseil général a mis en place les moyens pour que ces personnes-là puissent se déplacer d'une manière alternative à la voiture? Non. Est-ce qu'il y a des navettes fluviales sur le fleuve? Non. Est-ce qu'il y a des axes de transport en commun de sites propres, obligatoirement tramway, qui sont des bus avec une priorité? Non. Est-ce qu'il y a du convoiturage? Est-ce qu'il y a des voies réservées au convoiturage? Est-ce qu'il y a des parkings relais en tête de ces voies? Non plus.
Où est le Conseil général sur ces politiques? Nous, nous y sommes, eux, ils n'y sont pas. Pourtant, le Conseil général a un budget de 1,450 milliard d'euros. Je voudrais vous dire ici que 1,450 milliard d'euros, la moitié des pays d'Afrique n'ont pas pour leur nation un budget d'1,450 milliard d'euros. Et donc tout ça, ça nous engage. Et donc nos propositions de faire des économies dans le fonctionnement, d'acheter mieux pour pouvoir investir plus intelligemment, avoir des projets de moyen et de long terme, 1,450 milliard d'euros. Oui, eh bien oui, eh bien oui. Eh bien, donc il faut travailler sur tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre 2 300 000 euros dans un rond-point et puis après ça donner 2 millions d'euros à la filière viticole, faire que les agriculteurs finalement touchent le RSA parce qu'on ne s'est pas intéressé sur le fond à la problématique au moment où le problème s'est posé et qu'on arrive toujours. Vous savez, Pierre Dac disait dans un monde en évolution, on peut penser le changement ou changer le pansement. Eh bien, en Gironde, on est toujours en train de changer le pansement. Et à aucun moment, on se met en amont et on essaye de prendre les problèmes à la source. Et pourtant, chacun sait que c'est quand on est à la source qu'on peut détourner le ruisseau avant que ça devienne un fleuve et que derrière, on soit obligé de déployer des barrages énormes. On est toujours dans une solution pompier, on est toujours dans une solution pansement, on est toujours dans une solution, voilà. On s'intéresse à Ford quand il y a un problème, mais on ne s'intéresse pas en amont. Par contre, le centre culturel du vin qui va créer 750 emplois et qu'on peut aider, ben non, on ne s'y intéresse pas parce que pour des raisons politiciennes. On n'est jamais à la source, on ne crée pas de politique. On est suiveur, on est combatteur, on lutte contre les contre-pouvoirs, on est une petite féodalité, toujours avec une muraille, des ponts-levis qu'on dresse, et voilà. Voilà un petit peu ce qu'on veut changer. Oui, en complément de ce que vient de dire Yves, effectivement, quand vous dites que la dimension sociale du programme ne vous apparaît pas au premier chef, c'est effectivement parce que la compétence sociale, elle est automatique. Hein, c'est l'application, dans une grande partie, c'est tout simplement l'application des textes de loi, et que le Conseil général, il est gestionnaire. Donc je crois qu'il y a une vision chez nous, plutôt de dire on a beaucoup d'argent au Conseil général qui est fléché vers ces dépenses, donc on a une marge de manœuvre sur le reste des dépenses qu'il faut essayer d'optimiser au maximum pour créer de la richesse, créer de l'emploi, qui est la façon la plus efficace de mener une action sociale, et avec également cette notion de territoriale, c'est-à-dire de rapprocher le service des citoyens. Ça, je crois que c'est une vision qui est quand même assez différente aujourd'hui un petit peu quand même de l'image du bunker du Conseil général à Bordeaux. Et puis j'ajoute qu'en matière sociale, vous savez, quand on regarde l'actualité récente, on s'aperçoit qu'il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui agissent. Moi, je prendrai l'exemple du logement d'urgence. J'ai repris pas mal cet exemple ces dernières semaines. Vous savez, par exemple, sur la communauté urbaine, il y a une problématique de gens à reloger et notamment une problématique d'accueil des personnes sans domicile fixe. Eh bien, on s'aperçoit que ce sont les villes de Talence, par exemple, qui va accueillir 10 chalets Emmaüs dans les mois qui viennent, ou la ville de Bordeaux qui font des efforts, et on s'aperçoit que sur la communauté urbaine, aucune autre ville, celle des sensibilités politiques qui sont représentées ici, ne va accueillir aujourd'hui, ne s'est engagé sur le moindre logement dans le cadre du plan de relogement d'urgence décidé par la préfecture. Donc je crois qu'en matière sociale, il y a les mots, il y a les discours, il y a aussi l'action, et c'est intéressant de regarder ce qui est mené dans les territoires. Les mêmes qui étaient prêts à manifester parce qu'on renvoyait des Roms chez eux, eh bien, à chaque fois qu'ils peuvent évacuer un squat et le renvoyer sur la ville-centre, ils le font. Hein. Et ça fait toujours 3 lignes, hein, c'est tout. Hein. Cela dit, votre ami, Mme Fayet, n'est pas tellement pour les chalets. Hein. Qui ça, pardon? Ah non, moi je ne l'ai pas entendu s'exprimer contre les chalets, à moins que vous ayez cette information. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une centaine de places sur sur Bordeaux dans le cadre du plan de relogement. Ça, c'est certain. Pour l'hiver, avec la neige, les plaines palestiniennes. Pardon, mais pour avoir parlé de ce problème avec Alain Juppé et Véronique Fayet lundi, le maire n'a pas dit qu'il était contre ça. Il a dit qu'il était favorable à ça. Il est contre si les autres ne font pas le même effort. C'est-à-dire, il dit, si la ville de Bordeaux mettra 10 chalets sur le territoire de la ville, si les villes périphériques en font autant. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Hein. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Talence, la délibération est prise. Il y a 10 chalets Emmaüs qui sont en cours d'installation sur la commune. Tu vois ?